Peut-être juste quelques mots pour lancer cette petite session. Merci déjà, merci à Henri, à Muriel et à nos intervenants. Alors, je crois que tout le monde n'est pas arrivé, c'est ça? Monsieur Laurie n'est pas encore là. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, merci à Madame Alpi d'être présente. Euh, je vais te laisser la parole, Henri, puisque c'est toi, et je te remercie vraiment d'être à l'origine de ce midi à deux, c'est super. Qu'on puisse continuer ces petits cycles qui nous intéressent tous. Je rappelle qu'a priori, c'est enregistré, que donc c'est disponible pour ceux qui préfèrent les déjeuners d'affaires, hein, nos petites rencontres du mardi midi. Voilà. Bon, Henri, je te laisse la parole Oui, et alors, juste avant tout, présenter. simplement, j'avais eu l'occasion d'assister, vous savez qu'il y a un cercle des pionniers du ZAN, des artificialisation, et donc qui se réunit souvent par webinaire avec une série de villes. Il y a 12 villes en France, 12 territoires en France qui font partie de ce cercle, notamment qui est animé par Mouchel Blaiseau-Mouchot, qu'on avait vu à notre trajet. Et lors d'un de ces webinaires, j'avais eu l'occasion d'écouter M. Laurie, qui explique, dont le rôle est technique, hein, puisque son titre exact, c'est conseiller information géographique et spatiale auprès de la direction, auprès de la DGLN, pour le dispositif de mesure d'artificialisation des sols. Et j'avais trouvé que c'était assez intéressant finalement parce qu'on parle du ZAN de façon large et générale, mais on ne sait pas très bien comment il est calculé. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir plus d'informations sur justement la façon dont le ministère, qui travaille aussi après avec les départements, arrive à mesurer cette artificialisation. Je demande auprès de M. Louis, qui j'espère va nous rejoindre. Voilà. Et puis, l'idée était aussi de compléter justement par l'expérience en ayant discuté avec Muriel Pagès lors du séminaire de Zurich. Toutes les DDT commencent à s'intéresser largement au sujet. Et je crois qu'en DDT 67, vous avez mené une expérience et ça serait intéressant après, justement, de pouvoir discuter de votre expérience à Strasbourg. En tout cas, merci. On va essayer de le joindre, M. Lorich, mais j'espère qu'il n'est pas... Dans la neige. Je vais désactiver le nom. Peut-être, Muriel, tu peux compléter en attendant que M. Laurie ne se connecte. Oui, donc à la DDT du Bas-Rhin, donc 67, le service, l'atelier des territoires a donc une démarche particulièrement, je crois, innovante ou en tous les cas ambitieuse sur le ZAN. Et Cécile Alpic est là. Peut-être, Cécile, tu peux dire un peu comment, quel est votre travail exactement, parce que je le paraphraserai moins bien. Elle n'est pas là, Cécile? Je suis là, pardon. J'ai remis mon micro. Je sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, écoutez, effectivement, je peux peut-être vous présenter un petit peu ce qu'on a fait et ça va peut-être un petit peu compléter peut-être le discours qui va avoir lieu aussi sur comment on calcule le ZAN, parce que nous, notre travail a beaucoup porté justement sur la donnée, avec l'objectif de ne pas se focaliser sur la donnée et sur la comptabilisation. Voilà, tout de suite, merci. Oui. Pardon. Et donc, l'idée, ce n'était pas seulement de se focaliser sur la comptabilisation de la donnée, mais de voir en fait tout ce que ça impliquait derrière, cette réduction de consommation, ce zéro artificialisation nette. Alors, j'avais un petit support en quelques diapos, je ne sais pas si… On va d'abord accueillir M. Laurie, oui, qui arrive, et puis après, je pense que votre support et le dialogue, ça pourra venir après la présentation de M. Laurie. Très bien. Intéressant. Bonjour à tous. Vous m'entendez?
Voilà, très bien, merci. Donc, je me permettais de refaire votre présentation. Je disais que vous étiez conseiller information géographique et spatiale auprès de la DGLN et plus particulièrement directeur du projet dispositif de mesure de l'artificialisation des sols. Et que le thème de votre intervention, ça serait non pas c'était justement de savoir comment on calculait l'artificialisation des sols en fonction du décret qui est paru. Puis après, d'autres débats pourront venir, mais c'était ça le thème principal. Comment on calcule l'artificialisation des sols? Oui. Alors, est-ce que vous voulez qu'on... Bon, donc, il y a Madame Alpi qui est là de la DDT 67 aussi, et Muriel Pagès de la DDT 67 qui interviendront un peu après. Et David Joucan, notre président. Très bien, donc je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Je vais le mettre en plein écran, si ça peut passer, mais apparemment. Ouais, ça y est, ça passe en plein écran. C'est bon, vous le voyez en plein écran? Très bien, merci, oui. Très bien, donc je vais vous présenter, je ne vais pas me représenter, mais je vais vous présenter le dispositif de mesure donc, de l'artificialisation des sols donc, qui est en cours de mise en place au niveau national. Alors, je vais passer rapidement sur les premières diapos. Je pense que c'est des choses que vous connaissez pas mal déjà. Donc, pour nous, on a la conviction à la DGLN donc, que le sol, c'est un environnement stratégique. Pour cela, le ZAN 2050, en 2050, l'objectif, c'est vu comme un levier donc, pour préserver les sols. Et c'est ainsi donc que, en fait, cette lutte contre l'artificialisation des sols, c'est devenu une réforme prioritaire du gouvernement. Donc, actuellement, il y a 20 000 hectares qui sont consommés chaque année environ. Et bon, les enjeux, vous les connaissez, hein. C'est affaiblissement de la biodiversité, baisse du potentiel agricole et du stockage de carbone, ruissellement, inondations, etc. Donc, l'idée, c'est de promouvoir les nouveaux modèles d'aménagement et d'aménagement durable. Donc, climat et résilience a apporté une définition générale de l'artificialisation des sols, une définition en référence à l'atteinte aux fonctionnalités. Donc, je reviens rapidement sur cette définition que je pense vous connaissez, c'est l'article 192 de climat et résilience. Donc, il y a cet aspect, enfin, ce volet de la définition qui est plus basé sur l'atteinte durable aux fonctionnalités écologiques, potentialité agronomique des sols. Donc, qui s'appréhende à l'échelle des projets. Nous, ce qui nous intéresse plus au niveau du dispositif de mesure et de l'observatoire, c'est le bilan surfacique, c'est la métrique, en fait. Donc, le calcul du solde entre les flux d'artificialisation et les flux de désartificialisation. Donc, ils sont utilisés, métrique est utilisée en entrée pour les documents de planification et d'urbanisme. Je reviendrai sur la question du décret. Donc, la définition de l'artificialisation des sols, vous l'avez là à l'écran, je ne reviens pas dessus. Je reviens plus sur le sujet du volet utilisé dans le cadre du bilan surfacique. Donc, climat et résilience est allé assez loin dans ce qui était entendu, ce qui devait être entendu comme surface artificialisée. D'une part, donc les surfaces imperméabilisées en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisées, soit compactées, et puis les surfaces non artificialisées, donc naturelles, nues, couvertes d'eau, végétalisées, ou utilisées à usage de culture. Donc ça, c'était déjà dans la loi, donc qui est allée assez loin sur le sujet. Et la loi aussi définit le N du ZAN, donc qu'est-ce qu'elle entendait par artificialisation nette. Donc j'en ai parlé, hein, c'est le solde entre deux flux. Donc le flux des surfaces nouvellement artificialisées et le flux des surfaces nouvellement désartificialisées. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le ZAN, c'est un équilibre, c'est une recherche d'équilibre entre deux flux et puis une trajectoire pour l'atteindre, puisque le ZAN ne doit être atteint qu'en 2050. C'est ce qui est un peu symbolisé par la balance là, que vous avez. Il faut équilibrer la balance en 2050, en fait. C'est ce à quoi ça revient.
avec des Excusez-moi, jalons. excusez-moi de vous interrompre, on n'est pas en plein écran en fait, et donc j'ai des Ah, remontées. Oui, parce qu'en fait on voit les deux diapositives, du coup on la verrait mieux si on était en plein écran, si vous pouvez agir dessus. alors pour moi, on est en plein écran. C'est ça que j'ai un petit peu Alors de mal est-ce à que d'autres comprendre. personnes que moi le voient avec deux diapositives ou pas? Oui, c'est pareil pour moi aussi, hein. Oui, on voit la diapositive suivante sur le côté droit. Oui, oui. D'accord. Ouais, ben, c'est étrange. Je vais arrêter le partage, reprendre le partage. Ah, c'est peut-être le fait d'avoir deux écrans. Ouais, effectivement. Ouais, mais là, je pense que je pourrais pas régler le sujet. Comme Si je vous suis au laissez comme ça, c'est bureau. un peu plus grand, c'est mieux déjà. Ouais, c'est OK. Et en plus, je vais réduire ça comme ça. Oui, merci. Hein. Voilà. Désolé, moi j'ai un double écran ici, effectivement. Ah oui, mais là, on n'aura plus le mode. Ouais. Ouais, si je continue comme ça, on n'aura plus les animations en fait, et ça va faire perdre une bonne partie de l'intérêt de la présentation. Mais Peut-être mieux avoir les animations, tout de même. je pense que c'est peut-être mieux, mais je vais à nouveau arrêter le partage parce que là, Oui, il y a ah non, ça c'est une salle, c'est pour Charlie. alors, je reprends le partage. Ok, pour vous, de votre côté, là, ça donne quoi? Moi je pense que c'est bien hein, quand même. Je pense que ça. Je sais pas ce qu'en pense tout le monde. Oui, C'est bon pour moi. Très bien. Ouais, c'est bien. C'est parfait. Bon. Ok. Voilà. Alors, j'en étais au jalon. Donc, il y a un premier jalon 2031 pour réduire la consommation d'espace par 2 en prenant en référence la période 2011-2020. Alors, je vous ai parlé rapidement d'un décret qui est sorti le 29 avril, donc suite à Climat et Résilience, donc, et qui permet d'aller un cran plus loin que la loi en définissant les sols artificialisés et les sols non artificialisés. Donc, là, vous les avez qui apparaissent à l'écran. Donc, d'abord, les sols artificialisés. Sur les 4 premières catégories, il n'y a pas trop de surprises. Il y a eu plus de débats sur la 5e catégorie. Donc, qui croisait en fait les surfaces de couverts herbacés avec des usages de type résidentiel, production secondaire ou tertiaire, infrastructure de transport ou de logistique. Là, moi, je suis toujours sur la diapo 5. Est-ce que c'est le cas de tout le monde ou, Oui. Oui. Je pense que... ok, je vais revenir à la 5. Si je fais comme ça... Est-ce que c'est toujours le cas? Non, c'est bien. Ça passe, d'accord, ok. Je vois le problème, il faut que je rabatte mon
mon portable, en fait, pour que ça n'apparaisse plus que sur un seul écran. En fait, c'est le visionnage sur 2 écrans qui pose sujet. Donc, je parlais de la catégorie 5 du décret. Donc, ces surfaces à usage herbacé qui ont posé pas mal de questions, qui ont fait un petit peu débat. Et puis, donc, les 3 dernières catégories du décret qui, elles, ne présentaient pas de surprise particulière hein, par rapport à la loi climat et résilience. Donc, vous avez peut-être entendu la Première ministre là, suite au Salon des maires, hein, en clôture de Salon des maires, qui a annoncé justement que ce décret, alors je vous le présente, hein, il est déjà en sursis en fait, il allait être revisité et donc il est sujet à évolution dans les mois qui viennent. Néanmoins, au jour d'aujourd'hui, c'est le décret qui est valide sur le sujet. Restait aussi un point à préciser qui n'avait pas été précisé dans le décret, c'était la maille. Hein. C'était à partir de quelle maille on prend en compte ces différentes catégories de surface. Alors, cette diapo-là, j'espère que vous la voyez sur grand écran. En fait, le but, c'est pas tellement que vous arriviez à lire ce qu'il y a dans chaque cellule. Hein. Elle est un peu illisible. C'est simplement pour vous montrer le lien qu'il y a entre l'outil de mesure, occupation du sol à grande échelle, et les 8 catégories du décret. En fait, pour chaque polygone de la base de données, on sait quel est son usage et quelle est sa couverture. Et à partir de cette information-là qu'on croise, hein, on voit les informations les classes de couverture en colonne et les classes d'usage en ligne. À partir de ces 2 informations-là, on sait précisément à quelle catégorie du décret le polygone appartient. Si c'est là, par exemple, la catégorie, les bâtiments agricoles se trouvent dans cette cellule-là, où on croise le bâti, les zones bâties et l'usage agricole. Et donc, on sait que les bâtiments agricoles, ils sont dans cette catégorie numéro 1. Et c'est valable pour chacune des cellules. Alors, si je vous présente les choses de façon un petit peu plus agrégée, un peu plus lisible, cette nomenclature, donc en gros, on retrouve le contenu, ce qui est bien normal hein, du décret, c'est-à-dire tout ce qui est imperméable, tout ce qui est matériaux composites, compactés, minéraux, tout ça, quel que soit l'usage, c'est artificialisé, à l'exception notable des carrières tout de même. Et puis, ici, on retrouve la catégorie numéro 5, c'est-à-dire les surfaces herbacées à usage de résidentiel, production secondaire, tertiaire, transport logistique. Voilà, donc, cette diapo résume assez bien de façon très synthétique le contenu, la nomenclature et le lien entre la nomenclature au CSGE et le décret. Donc, le dispositif de mesure, on le met en place au niveau de la DGLN depuis 2018 et le plan biodiversité hein, qui a passé la commande en quelque sorte hein, de ce dispositif de mesure national. Et on s'appuie sur 3 opérateurs, donc CEREMA, IGN et INRAE. Donc, le portail de l'artificialisation a été lancé en juillet 2019. Et on a deux types de données qu'on produit, qu'on met à disposition en open data et gratuitement sur le portail. Donc, ce sont les données de consommation d'espace à partir des fichiers fonciers et puis l'occupation du sol à grande échelle qui permet de calculer l'artificialisation des sols. Donc, je vous rappelle l'URL du portail. Un point rapide sur les fichiers fonciers donc, qui permettent de calculer la consommation. Comment est-ce que ça fonctionne en fait très sommairement? Là, vous avez en vert ce qui est considéré comme non consommé dans les fichiers fonciers. Donc là, on est bien sur un parcellaire foncier hein, puisque ça s'appuie sur les données de la DGFiP, ces informations retraitées par le CEREMA. Donc là, vous avez en vert les parcelles foncières considérées comme non consommées et en gris, celles qui ont été consommées. Donc à partir des informations de la DGFiP.
Et là, vous voyez, on passe d'une année à l'autre et on voit qu'il y a eu consommation d'espace sur certaines parcelles. Apparemment, c'est un lotissement qui a été construit ici. Et c'est des informations qu'on retrouve sur les prises de vue aériennes correspondantes. Donc là, on voit bien que sur les parcelles en question, il y a eu construction d'un lotissement et les parcelles ont été donc considérées comme consommées. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement des fichiers fonciers hein, qui nous permettent d'estimer chaque année donc, la progression de la consommation d'espace à partir de ces données foncières qui sont issues de l'imposition foncière hein, directement. Alors néanmoins, ce mode de calcul a un certain nombre de biais. Hein, tout le territoire n'est pas cadastré. Hein, il y a 4% du territoire qui ne l'est pas. C'est une occupation du sol qui est donnée par la DGFiP, mais qui est comment dire, c'est une information par parcelle foncière. Donc, or, il peut y avoir plusieurs occupations du sol par parcelle foncière. Et c'est très lié à l'intérêt fiscal, voilà, qui n'est pas forcément la vision, notre vision à nous, qui est plus une vision de gestion économe de l'espace et de mesure de la consommation d'espace. Donc, on a 10 ans de consommation d'espace qui est disponible depuis 2009. Donc là, vous avez une cartographie qui présente la consommation d'espace de 2009 à 2021 par commune. Et on a cet indicateur de suivi annuellement, voilà, qui justement nous permet de dire qu'actuellement, et depuis 2016, on est à peu près sur un plateau autour de 20, enfin au-dessus de 20 000, autour de 21 000 hectares de consommés chaque année. Période assez stable depuis 2016, qui a succédé à une période qui était là franchement en nette baisse entre 2012 et 2015. Si vous allez sur le portail de l'artificialisation des sols, vous pourrez aussi avoir ce type de tableau de bord par territoire, par commune, PCI, département ou région, ou France entière. Là, c'est un tableau de bord France entière, donc avec des histogrammes sur la consommation globalement. Au centre, la consommation par destination. Est-ce que c'est à destination d'habitat? Est-ce que c'est à destination d'activité? On peut comme ça discriminer ce type de destination. Et puis à droite, en croisant les données de consommation avec un certain nombre d'indicateurs socio-économiques. Donc ça, c'est interactif. Là, je vous présente une image, c'est figé, mais sur le portail, c'est interactif. J'en arrive au second pilier en termes de données, qui sont les données d'occupation du sol à grande échelle, donc qui, elles, ne sont pas de source fiscale, mais reposent sur des prises de vue aériennes. Donc, c'est les prises de vue aériennes faites alors à l'heure actuelle tous les 3 ans par l'IGN. Donc, c'est des données qui sont millésimées, produites par département, mais homogènes France entière, et qui ont deux dimensions. Hein, cette occupation du sol a 2 dimensions. Donc, une dimension couverture. Donc, qu'est-ce que c'est que la couverture hein? C'est qu'est-ce que je trouve à la surface du sol. Donc là, des surfaces bâties, des surfaces revêtues comme une piste, hein, des surfaces d'eau, des zones de feuillus ou des formations herbacées. Ça, c'est la première dimension, donc la dimension couverture, et puis la dimension usage, mais c'est en fait, ça répond à la question, mais à quoi sert cette parcelle ou ce polygone au sol? Donc, ça peut être un usage agricole, sylvicole, de production tertiaire, usage aérien ou usage résidentiel. Voilà, donc, on a bien ces 2 dimensions complémentaires dans cette base de données. Alors, pourquoi ce projet nous a intéressés en 2018, hein, maintenant, ça remonte à plus de 4 ans, c'est que ces bases de données d'occupation du sol ne sont pas nouvelles. Hein, ça s'était déjà produit. Le MOS Île-de-France, pour ceux qui le connaissent, a commencé à être produit dans les années 80. Ce qui nous a intéressés, c'est que
cette production n'est pas faite par photo-interprétation humaine, en tout cas pas intégralement. Elle est faite par intelligence artificielle à partir des prises de vue aériennes et en utilisant de façon très automatisée un certain nombre de bases de données existant déjà, comme les fichiers fonciers bien sûr, mais aussi le référentiel parcellaire graphique que vous connaissez peut-être, hein, qui sert à calculer les aides de la PAC, et un certain nombre d'autres bases de données. Et la part de photo-interprétation est extrêmement réduite et elle intervient tout à fait dans le cycle final de la production, ce qui permet de réduire les coûts et les délais et donc d'avoir des rafraîchissements, enfin des mises à jour de la base de données très régulièrement. Je vous montre très sommairement comment fonctionne le process de production. Donc, l'IGN, qui est le producteur. Hein. Les fichiers fonciers, c'est le CEREMA qui les produit et l'OCSGE, c'est l'IGN qui les produit. Donc, l'IGN part de prise de vue aérienne, mais pas seulement, de prise de vue aussi, enfin, prise de vue aérienne couleur naturelle, mais aussi d'infrarouge, de modèles numériques de terrain et de surface. Et à partir de ces PVA, produit des cartes de prédiction. C'était bien à ce stade-là que vous m'aviez perdu. Oui, c'était quelque part par là. Peut-être bien de reprendre là et de continuer. Ouais. Ok. Donc, alors, deuxième pilier en termes de données, donc l'occupation du sol à grande échelle. Donc, base de données en 2 dimensions, donc couverture et usage, produite par département et donc en référence à une prise de vue aérienne. Hein. Donc, 2 dimensions. Donc, la première dimension, donc la dimension couverture, c'est qu'est-ce que je trouve à la surface de ce sol. Donc, des zones bâties, des zones revêtues. Donc, là, c'est une piste de décollage-atterrissage, surface d'eau, feuillus, surface herbacée. Donc ça, c'est pour la partie couverture. Et puis, deuxième dimension, donc une deuxième couche d'information sur le même territoire. Donc là, on est sur Auch, hein, c'est l'aéroport d'Auch. Donc, agriculture, sylviculture, production tertiaire, aérien, usage résidentiel. Donc pour chaque polygone, en fait, on a bien 2 informations, une information de couverture et une information, qu'est-ce que je trouve sur ce polygone et une information de l'usage, mais à quoi sert ce polygone. Donc une double information. Alors, rapidement, pourquoi ce projet nous a intéressés en 2018, hein, quand l'IGN, le CEREMA et l'INRAE sont venus nous trouver? C'est que ces bases de données produites par photo-interprétation, hein, d'ailleurs, madame, la personne de la DDT en présentait un exemple, hein, sur le Bas-Rhin, sont produites par photo-interprétation. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est que c'était produit majoritairement désormais ça allait être produit par intelligence artificielle, donc des algorithmes, hein, qui exploitent directement les prises de vue aériennes. Et puis aussi, de façon très automatisée, utilisation de bases de données existantes, et notamment les fichiers fonciers et le RPG, référentiel parcellaire graphique, donc qui sert à calculer les aides de la PAC, avec une part de photo-interprétation donc humaine extrêmement réduite. Il y en a toujours besoin, mais c'est extrêmement réduit. Donc, ce qui permet d'avoir des coûts et des délais réduits, et donc de pouvoir mettre à jour ces bases de données de façon très régulière et très fréquente. Donc concrètement, sur un village du Gers, donc la prise de vue aérienne est utilisée en couleur naturelle, mais également en infrarouge, et des modèles numériques de terrain et de surface aussi. Donc pour permettre des cartes de prédiction, là, comme vous voyez, hein, c'est des cartes de prédiction au pixel près sont produites, donc au pixel de 20 cm sur 20 cm. Et les résultats sont très probants, hein, sur le Gers, hein, 83% des pixels sont bien classés.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, la base de données respecte des critères de qualité, etc. Mais plus les pixels sont bien classés par l'IA, moins on a de part de photo-interprétation humaine derrière. Donc, ça permet de réduire les coûts, encore une fois, les coûts et les délais. Là, vous avez la PVA, donc prise de vue aérienne, l'intelligence artificielle, les cartes de prédiction et l'OCSGE. Donc, la base de données au final, la dimension couverture de l'OCSGE, parce que l'IA sert essentiellement à produire la dimension couverture pour les usages. C'est surtout les bases de données exogènes qui sont utilisées. Et puis là, vous avez le résultat final, uniquement la base de données donc sur ce village du Gers. Ces données, donc, il y a eu un premier prototype donc, à base d'IA qui a été fait sur Arcachon. Alors, les travaux ont commencé en 2019 exactement, et le prototype a été terminé en 2021. Ensuite, le département du Gers a été le premier département pilote qui a été produit. Et donc, ces données sur Arcachon, elles nous ont beaucoup servi, notamment dans le cadre de climat et résilience et de l'élaboration du décret que je vous ai montré, le décret du 29 avril, pour faire des simulations, pour voir que ce qui finalement était écrit dans les textes était de façon très opérationnelle, directement mesurable avec la base de données au CSGE. Donc voilà, ça on a pu le vérifier et puis mettre des garde-fous de temps en temps en disant, non, là on n'arrivera pas à mesurer. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir faire des simulations comme ça sur cette zone d'Arcachon. Là, vous en avez deux exemples. En fonction de la taille du polygone qu'on utilise, si l'OCSGE est utilisé à sa maille la plus fine, c'est-à-dire pour le bâti, c'est 50 mètres carrés et les autres types de polygones, c'est 500 mètres carrés. À la maille la plus fine, ça donne les résultats que vous avez à gauche, et à une maille plus large, à une maille de 2500 mètres carrés, ça donne les résultats que vous avez à droite. Donc, l'artificialisé est en rose et le non-artif en vert. Et vous avez l'imagerie aérienne au milieu. Donc, vous voyez que les effets de seuil peuvent être très importants quand on joue sur ce paramètre-là avec la base de données. Pour ce qui concerne la mesure des flux, donc, puisque au final, c'est bien ce qui nous intéresse, c'est de mesurer des flux. Là, donc, vous avez des tests qui ont été faits sur Arcachon également, donc deux prises de vue aériennes à deux dates différentes, l'occupation du sol à deux dates différentes, ce que ça donne en artificialisé ou non artificialisé aux deux dates, et puis le résultat en termes de flux. Donc, on voit que là encore, on a eu des petites constructions qui sont venues remplir certains vides dans l'urbanisation. Et donc, à date, enfin en 2050, l'idée est bien d'arriver à équilibrer ces flux d'artificialisation et de désartificialisation. Je vous montre juste un cas d'usage sur le département du Gers, donc, qui a été donc, le premier département produit. En bleu, vous avez toutes les zones où vous avez toutes les communes là, du Gers. Et en bleu, les communes qui sont couvertes par des PLU. Donc, on va zoomer sur Auch, encore une fois, et une zone AU au sud de Auch. Sur cette zone AU, donc, vous voyez apparaître là en bleu à l'écran, enfin le contour. Bon, on voit qu'il commence à y avoir des constructions sur cette zone AU. Donc, on a appliqué les algorithmes pour calculer l'artif et le non artificialisé donc, sur tout le département. Et on voit que sur la zone en question, ça donne ces résultats-là. Donc, on a extrapolé à tout le département, puisque c'était une question quand même qui nous taraudait, qui taraudait pas mal le ministère pendant l'élaboration des textes. C'était de savoir si les zones AU étaient beaucoup artificialisées ou pas. Quel était leur taux d'artificialisation? Est-ce que ça constituait des réservoirs à artificialiser importants? Et en fait, on voit que sur les Gers, là où il y a des PLU, eh bien le taux de remplissage entre guillemets des zones AU, il est suivant le type, il est soit de 7, soit de 15%. Donc en fait, on a des réservoirs d'artificialisation assez importants, en tout cas sur ces zones couvertes par des PLU dans ce département-là. Alors le déploiement de l'OCSGE sur tout le territoire national, donc il est en cours. Donc le département du Gers a été
réalisés. En ce moment, il y a une quinzaine de départements en production. Et là, vous voyez les départements qui vont être couverts aussi au premier trimestre 2023, enfin, pour lequel la production va commencer à être engagée premier trimestre 2023. Le calendrier, c'est de couvrir la France entière pour fin 2024. Voilà. Alors, vous voyez que on a parlé du Bas-Rhin tout à l'heure avec la DDT et Madame Pachès qui intervenait. Il y a des régions qui ont été un peu pionnières sur ces sujets de production de données d'occupation des sols. Et donc l'idée, c'est aussi d'essayer d'articuler ces données pionnières qui ont été produites avec le déploiement de l'outil national. Donc on est en train d'essayer de voir cela avec les collectivités, les services déconcentrés pour essayer d'articuler cet existant avec ce qui se met en place de façon homogène au niveau national, pour suivre le phénomène de façon fiable et homogène et bien le piloter au niveau de la politique publique nationale. Alors j'ai oublié de le préciser, les données sont en gratuite et en open data. Dernier point, si vous allez sur l'Observatoire de l'artificialisation, vous pourrez trouver aussi une application, un lien vers une application Aval qui s'appelle Spart, qui a été développée dans le cadre de la fabrique numérique du ministère de la Transition écologique et qui permet de produire des portraits de consommation d'espace ou d'artificialisation des sols pour chaque territoire, chaque commune, chaque EPCI. Actuellement, donc, pour de la consommation d'espace, puisqu'on utilise les fichiers fonciers pour cela. Et au fur et à mesure du déploiement de l'OCSGE, donc ces portraits d'artificialisation seront disponibles. Là, ils sont disponibles déjà sur le département du Gers, mais sur chaque département, petit à petit, ils seront disponibles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé pour les inconvénients de réseau du ministère sur le site de la Défense. Cécile va présenter donc le travail de l'atelier des territoires et moi après je présenterai l'atelier que nous avons animé ensemble donc à la DDT. Voilà. Cécile. Merci Muriel. Alors, je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? La même chose, on voit deux écrans, une grande page et une page de la diapo suivante. Donc, je vais avoir le même problème. À la limite, c'est pas très grave, on peut faire comme ça. Ouais, c'est pas... Peut-être Cécile. Oui, parce que je ça va, ouais. Je sais pas trop comment régler. Non, mais ça va aller. Bon. Donc, au sein de la DDT, pour présenter un petit peu notre démarche, donc on a voulu travailler en préalable de la mise en œuvre de cette loi climat qui, comme vous l'expliquez, Monsieur Laurie, il va y avoir quand même des notions nouvelles à intégrer. C'est un sacré changement quand même pour tous les opérateurs de l'aménagement. C'est vrai pour les collectivités, pour les bureaux d'études. C'est aussi vrai pour nous au sein de la DDT, qui accompagnons au travers des documents d'urbanisme, au travers des différentes opérations de réhabilitation. C'est comment on fait, ça fait des années qu'on fait de l'urbanisme, l'aménagement en étalement urbain principalement. Maintenant, comment on fait pour aménager autrement. Et
on sentait bien que la première préoccupation, ça va être les chiffres, les quotas, combien on va avoir droit, etc. Et nous, on voulait un petit peu sortir de ça et déjà commencer par mieux connaître qu'est-ce qui s'est passé sur notre territoire en termes de consommation d'espace, d'artificialisation des sols, pour voir finalement quels seront les leviers qu'on peut activer et les enjeux qui, pour nous, sont fondamentaux à porter en DDT. Donc, on a travaillé sur également les fichiers fonciers tels qu'ils ont été présentés, mais également sur une base de données d'occupation du sol, puisqu'on avait la chance dans le Grand Est d'avoir une base de données OCS-GE bien avant d'autres départements. Et on a tripatouillé un petit peu ces données et on les a mis également au regard d'autres données de l'INSEE, des données agricoles, etc. Donc très rapidement, notre base de données, on voulait, il existait déjà des fiches de territoire comme elles ont été présentées par EPCI, mais ça ne nous permettait pas d'avoir une vision globale du territoire, même si ces fiches sont très très bien faites. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est quand même voir tout le département. Donc on a commencé à reprendre notre base de données, on a redécoupé par collectivité et on a observé le phénomène. On avait 2 millésimes, on a le millésime 2019 et le millésime 2010. Donc, on a regardé ce qui se passait en 2019, l'observation simple, et également l'évolution entre 2010 et 2019. Donc, une observation du phénomène en 2 temps. Et on a également sélectionné certains items. Donc là, par exemple, on a regardé plus particulièrement comment se répartissait la consommation d'espace, qui étaient les premiers consommateurs, qui sont les premiers usagers de l'occupation du sol. Donc, on avait une vision assez fine du territoire. On a observé, par exemple, que sur l'habitat qui est la première source de consommation d'espace, l'habitat individuel, c'est 90% de la consommation de l'espace à destination de l'habitat. Donc, c'est des choses aussi qui nous ont surprises, en fait, auxquelles on ne s'attendait pas forcément. On a regardé les flux, donc là vous avez, parce que finalement la consommation d'espace, c'est pas quelque chose de si simple que ça. Il y a des terres agricoles qui vont devenir des terres artificialisées, mais l'inverse est vrai aussi. Des espaces agricoles qui vont devenir forêts devenir agricoles. Donc c'est un jeu d'équilibre un peu entre différents flux. Et cette base de données, elle est très, très riche parce qu'elle nous permet également de voir l'imperméabilisation. Donc, une notion qui se rapproche de notre définition du ZAN, en fait. Et donc, on a pu un petit peu observer qu'est-ce qui se passait sur l'habitat, quels étaient les gros... par secteur, en fait, les secteurs qui imperméabilisent le plus, qu'on avait les espaces, par exemple, industriels ou commerciaux. Et étonnamment, les routes, les infrastructures routières, qui sont le 3e poste de consommation dans le département, elles imperméabilisent peu, mais elles consomment beaucoup d'espace parce que il faut, quand on fait une bretelle de sortie, c'est des espaces importants qui peuvent être consacrés à ça. On a également rapproché nos données avec d'autres zonages. Par exemple, on a pu établir des cartes de consommation d'espace à destination de l'habitat par nouveau ménage sur la même période. Donc, on a établi des ratios pour voir quels sont les territoires qui consomment beaucoup d'espace par rapport au nombre de nouveaux ménages gagnés et les territoires qui en consomment moins. On a regardé également sur les enjeux de biodiversité, quelle était la consommation d'espace sur les zones humides remarquables, par exemple. Voilà, on a décomposé sur tout un tas de critères.
Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà réalisé une plaquette de communication, donc une synthèse de ces données qui a été transmise aux élus, communes, intercommunalités, et également aux partenaires de l'aménagement, donc les agences d'urbanisme, chambres d'agriculture, chambres de commerce et d'industrie, le CAUE, la collectivité européenne d'Alsace, la région. Voilà, on a couvert un peu tous nos partenaires. Oui. Et ces données, on les a également présentées dans le cadre de réunions. Là, ces réunions ont encore lieu, puisque ce soir, on a encore une réunion sur un arrondissement auprès des élus en charge de l'urbanisme. Et parallèlement à ça, donc, on a mis en place des travaux thématiques. Travaux thématiques et pour acculturer les collègues en interne, mais également qui seront aussi ouverts sur l'extérieur, sur les thèmes, les leviers qui nous paraissent intéressants et là où il y a pas mal de questionnements. Le premier questionnement, c'était sur les zones d'activité industrielle et commerciale. Donc, on a mis en place en interne un workshop que Muriel vous présentera. On a également créé une base de données des zones d'activité à partir des données de l'occupation des sols. On a une base de données des friches et on va travailler sur la qualification des friches parce que le zéro artificialisation nette pose aussi la question de la renaturation. Ça va être un solde, donc il va y avoir de la consommation, mais derrière ça, il y aura de la renaturation. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux renaturer? Où vaut mieux renaturer? Est-ce qu'une friche, il vaut mieux la remobiliser ou bien la renaturer? Donc, on va entamer un travail là-dessus. On a aussi prévu de creuser la thématique de l'habitat, de remettre en place des workshops. On va retravailler également en atelier avec les services en interne, mais également avec les partenaires extérieurs sur les adaptations des documents d'urbanisme, parce que des fois, on se rend compte que il y a des choses un petit peu innovantes qui peuvent être mises en place et pour autant, on est bloqué par des règlements parce que quand ils ont été faits, on ne pensait pas que finalement un bâtiment en zone d'activité ou artisanale, il allait pouvoir être mutualisé par plusieurs entreprises. Enfin, voilà. Donc, essayer de travailler un petit peu là-dessus pour favoriser le ZAN. Donc, sur ces travaux thématiques, on a sollicité l'appui des architectes et paysagistes conseils de l'État. Et on va continuer sur ces travaux thématiques à solliciter leur appui pour nous aider dans cette approche qualitative de la mise en œuvre du ZAN. Donc, la plaquette est consultable sur le portail des services de l'État du Bas-Rhin. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse la consulter. Et donc, je vais laisser la parole à Muriel qui pourra vous présenter le travail qui a été réalisé. Partager l'écran. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez l'écran? Non. C'est bon? Pour l'instant, non. Tu ne l'as pas partagé. Je ne l'ai pas partagé. Partager l'écran. Voilà. Là, on partage tout ton fond de bureau, tout ton écran de bureau. Et là? Voilà, ça veut venir. Là, c'est bon? C'est mieux. Est-ce que je peux améliorer? Vous voyez bien l'image? Bon, je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Donc,
c'est un atelier que nous avons animé avec, bien sûr, la DDT et avec la Paysagiste Conseil Anouk Debar. Donc, nous avons travaillé sur les zones d'activité et les zones commerciales. L'idée, c'était d'incarner le ZAN et d'être très concret dans un exemple, donc dans un domaine qui est celui des commerces. Et comme toutes nos missions ACE, PCE, nous faisons du terrain et on pense que c'est très complémentaire donc à ce travail souvent en chambre que fait la DDT. Et donc, nous avons visité un certain nombre de centres commerciaux avec, donc renseignés par la cartographie que Cécile nous a produite. Et vous voyez le basculement. Je crois que j'ai passé une diapo. Okay. Ça. Donc, voilà. Cette cartographie indique les basculements d'artificialisation avec en violet, par exemple, ce qui est dû par les zones commerciales et les zones d'activité, en rouge les zones d'habitation. Et on voit l'importance de ces territoires. Là, on est à la sortie de Strasbourg, on est sur un site moderne et donc c'est les premiers centres commerciaux. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est de montrer que ce sont des modèles, les centres commerciaux, qui ont conduit qui ont eu des impacts qui se traduisent très fortement sur l'occupation du sol. Face à cette série d'études de cas, nous avons proposé de faire des croquis qui montraient l'évolution de ces territoires dans cette que cette transformation qui nous attend n'est pas une transformation ponctuelle qu'on peut voir dans les dossiers d'autorisation du territoire avec ces projets d'ombrières ou d'alignement des centres commerciaux qui nous paraissent très ponctuels. L'idée, c'est de montrer que ce sont des processus, et là on voit, ce sont des liens, des espaces publics qui pourraient être traversants, des densifications et de la mixité sur les bâtiments, et également en termes avec Anouk, on a pensé qu'il fallait se lancer dans des prospectives, et là on voit la création d'un parc. Donc sur chacun de ces études, de ces cas de figure, on a fait des schémas. Donc ici, voici une zone d'activité du Val-de-Moder. Donc vraiment, c'est un terrain agricole qui a basculé en activité. Et ici, peut-être dans l'histoire de l'évolution, dans l'histoire de l'artificialisation des sols, c'est peut-être l'exemple le plus frappant du Bas-Rhin. Donc, vous voyez au sud la zone commerciale qui s'appelle Taubonov 1 et au nord Taubonov 2. Donc, le modèle du commerce étalé au sud, et au nord, le modèle plus compact et qui vide la zone commerciale sud. Donc là, vraiment, on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qu'on a du mal à admettre. Et donc, on a également fait ces croquis sur ces territoires et puis montrer surtout l'évolution des modèles commerciaux pour être bien sensible à cet aménagement du territoire qui se fait par monotype, en fait, et qui correspond, chaque décennie, on a l'impression, invente son système. Et là, on va être dans un changement de système. Voici le site de l'atelier. Donc, on est en frange d'Agno qui essaie de faire vivre son centre-ville et paradoxalement, bien sûr, continue à développer sa zone commerciale et sa zone d'activité. Donc, après cet exposé,
une présentation de cette zone très classique, l'importance de la voiture, l'occupation commerciale qui se vide et qui retrouve des occupations qui seraient mieux en centre-ville que dans ces zones étalées, et puis des nouvelles occupations qui n'ont effectivement toujours rien à faire spécialement là, mais qui sont là et pas dans le centre-ville. Et ce qui était important dans cet atelier, c'est que ça a été présenté par Sylvie, qui travaille à Agno, qui fait partie de la DDT, et qui vit là, et qui connaissait toute l'histoire de ces Cora qui sont devenus Leclerc, qui sont devenus Carrefour, enfin je ne sais pas. Il y a vraiment un jeu de chaises musicales qui était extrêmement intéressant. Et donc, à ce moment-là, l'atelier a pu être lancé et je dois dire qu'il y avait déjà eu beaucoup d'échanges et ce qui avait ouvert l'imaginaire et les potentiels. Donc, 3 équipes interservices avec des compétences, et je crois que c'est ça qu'il faut vraiment noter, c'est des compétences très différentes des uns et des autres et qui étaient agrégées dans une équipe de peut-être 5 ou 6 personnes. Et donc, on était peut-être une quinzaine, enfin, il y avait 15 personnes qui planchaient pendant 2 heures et peut-être même un peu moins. Donc, la première sur les outils à mobiliser. La deuxième, beaucoup plus spatiale sur le resserrement du territoire. Ce qui était intéressant, c'est que c'était à la fois de la mobilité, c'était à la fois de l'occupation, c'était à la fois les réserves, c'était à la fois la nature, c'était le contact avec la ville. Et cette 3e proposition était assez particulière, donc le titre était assez formidable, donc Colibri Heim. Il faut savoir qu'en Alsace, Heim, c'est le nom d'un village sur 2, hein, c'est la demeure. Et là, Colibri Heim, c'est un titre qui permet à tous les acteurs de se projeter dans cet avenir qu'on recherche tous et avec un travail sur la vocation, sur la façon de s'agréger pour reconstruire ce territoire. Et je crois que à l'issue de ce travail d'atelier, il y avait vraiment un sentiment d'échange très fort et de force au sein du service qui était très, je pense, satisfaisant pour nous tous, et pour dire que l'atelier, en fait, c'est une matinée. Donc, c'est un temps très court. Il y a beaucoup de préparation de l'architecte et du paysagiste conseil et bien sûr des échanges avec Cécile notamment, mais un temps très court et probablement assez fructueux. Voilà. Je confirme la richesse des échanges. Ok, merci. Merci pour ta présentation, pour vos présentations. On peut peut-être essayer de voir si M. Laurie est revenu, avant de voir s'il y a des questions et des échanges. Oui, alors, je suis revenu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Parfait. On peut vous voir. Alors, voir votre diaporama. Ouais, plutôt voir la présentation, oui. Ce sera plus parlant. Attention, en tout cas. On va peut-être donner la parole à nos intervenants pour savoir s'il y a des questions, des remarques. J'avais une toute petite question à poser, c'est Céleste, là. De tout ce travail qui est absolument considérable et tout à fait intéressant, quand effectivement ces fiches sont transmises à un niveau local et en particulier auprès des maires, des communes, est-ce que l'on a, je dirais, un retour sur la manière dont c'est perçu positivement? Est-ce que ça enclenche des actions, une prise d'action, de conscience? Quel est le degré, je dirais, de diffusion, de prise de conscience des élus, des partis politiques locaux? Voilà, ce travail, effectivement, est-il… voilà, quel effet a-t-il? Alors, je peux peut-être répondre. Donc, sur les réunions avec les partenaires,
on a eu des retours très positifs parce qu'en fait, ils n'avaient pas non plus, enfin, on a tous un petit peu découvert cette vision globale de la consommation, même s'il y avait déjà des travaux de fait, mais finalement, on a quand même mis le doigt sur certains éléments qui étaient assez frappants. Et donc, les partenaires ont souhaité qu'on poursuive les travaux. On a eu plusieurs réunions avec l'agence d'urbanisme et ça a un petit peu enclenché aussi des séries de travaux. On va avoir encore des réunions là prochainement sur les thématiques des zones d'activité avec l'agence de développement qui accompagne les entreprises sur le terrain parce qu'eux aussi, en fait, ils se posent les mêmes questions que nous. On est tous en train de se poser la question, c'est mais comment on fait ? Donc, c'est déjà bien de poser le constat de comment c'est fait la consommation d'espace et maintenant, ensemble, réfléchissons comment on fait. Au niveau des élus, alors on a été beaucoup plus prudent au niveau des élus parce qu'on ne voulait pas interférer avec les négociations qui sont en cours sur le SRADET pour définir justement les quotas, enfin les quotas, c'est pas un bon mot, mais la répartition en fait de consommation d'espace sur les territoires. Donc, on a quand même attendu avant de s'adresser directement aux élus. Comme je vous disais, les réunions ont lieu seulement maintenant auprès des élus. On a rencontré les directeurs de SCOT en septembre et les élus. La première réunion avait lieu hier soir, donc je peux vous faire un retour à chaud. On constate qu'en fait, au niveau des élus, la connaissance de l'application de cette loi est très, très hétérogène. Il y a des élus qui sont accompagnés, qui sont dans des intercos, qui vont être très, très au fait de comment ça va se passer, ce qui va se passer. Et là, ces réunions, il y avait beaucoup d'élus de communes rurales qui, en fait, n'ont pas du tout intégré ce que ça va être, ce que ça va impliquer. Donc, globalement, ils étaient très intéressés par la communication qu'on a pu faire. La communication qu'on a faite au niveau des élus était peut-être un peu différente de celle qu'on a faite auprès des partenaires, puisque les partenaires, c'était vraiment autour des données, d'échanger sur ces constats. Avec les élus, on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a partagé sur les constats et on a également partagé sur comment on pourrait faire. Donc là encore, Anouk et Myriam nous ont aidés à essayer de trouver des exemples de sobriété foncière pour de l'habitat, pour de la remobilisation urbaine, des exemples locaux, parce que c'est important aussi de montrer aux élus qu'il y a des choses qui se font près de chez eux et qui peuvent s'en inspirer. Et donc, on était plutôt sur ce discours-là. Voilà, il y a un constat de consommation, un objectif, une loi climat qui s'applique, et vous avez plein d'outils, il faut s'en emparer. Voilà un peu. Il y a une question de Flore, je pense, qui a levé la main. Flore, tu avais une question? On ne t'entend pas, ton micro. Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'ai pas mis le micro. Oui, je voulais déjà remercier toute l'équipe qui s'occupe du midi à deux et puis les intervenants parce que j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Et j'avais une question, effectivement, peut-être en particulier à Madame Alpi, parce que, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est le lien entre ces nouvelles données qui vont être maintenant répandues, enfin, qui vont couvrir l'ensemble du territoire national, et vos actions régaliennes enfin de la DDT. Puisque là, pour l'instant, vous nous parlez d'actions on va dire, d'animation, de pédagogie, de sensibilisation. Donc, c'est plutôt le rôle d'animation, on va dire, des DDT dans leur territoire. Mais concrètement, quand il va s'agir, quand on va avoir un PLUI, un SCOT se faire ou être révisé, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ces données vont être à un moment donné synthétisées dans le porté à connaissance, par exemple, de l'État? Voilà, c'est ce genre de questions que je me pose.
Et comment ça va être utilisé? Parce qu'effectivement, il y a, comme vous le disiez, de manière très sensible et très juste, on peut juste transférer quelque part une espèce d'analyse très sèche et chiffrée, juste voilà où vous en êtes dans votre territoire en termes de sol artificialisé ou non, etc. Donc, il y a forcément une base qui est là. Mais même dans un porté à connaissance, par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait aussi une dimension un peu plus sensible, enfin en plus, et qui pourrait correspondre un peu à l'analyse justement des conseils, notamment, pour déjà anticiper sur des possibles, comment dire, une approche prospective justement sur ces fameux flux, à partir d'une connaissance du territoire, bien sûr. Voilà, donc comment ça va se faire de manière concrète et comment vous voyez les choses? Alors, tout d'abord, effectivement, avant les portées à connaissance, il y a les notes d'enjeu qu'on va alimenter avec les constats qui auront pu être faits. Ensuite, effectivement, il va y avoir une réflexion quand même sur les documents d'urbanisme, sur les PLU et comment. Alors, il y a nos travaux de constat d'artificialisation, mais je pense que ce qu'il faut intégrer aussi, c'est l'aspect qualitatif, l'amélioration de l'aspect qualitatif des PLU et notamment les possibilités d'identifier des zones de renaturation, les zones à préserver, le bâti ancien qui doit absolument être préservé. Donc en fait, les travaux qu'on mène là on est parti du constat et comme je l'ai dit, il va y avoir des groupes thématiques et ce sont des sujets qu'il va falloir creuser. Alors moi, j'aime bien dire qu'en fait, avec notre constat, on a posé le cadre de la commode et maintenant, il va falloir ouvrir tous les tiroirs, un à un. C'est un chantier vraiment très, très important et thématique. Mais on a prévu de travailler sur les documents d'urbanisme. Donc là, on a plutôt des demandes pour l'instant sur les aspects règlements, et notamment c'est les travaux qu'on va mener avec je vous parlais de l'agence de développement qui accompagne les entreprises, où eux, ils se questionnent beaucoup sur comment réadapter les zones d'activité et accompagner les entreprises dans ce sens-là, et travailler sur ces documents d'urbanisme. Donc, on va déjà travailler sur ces règlements, mais on a aussi en tête les autres aspects et les annexes des PLU, pourquoi pas les annexes sanitaires aussi. Oui, mais excusez-moi, j'insiste un tout petit peu parce qu'on a un petit peu l'habitude en tant que conseil, parce que je suis aussi, excusez-moi, architecte conseil de l'État. Là, moi, je suis Andréal, Nouvelle-Aquitaine, et j'ai travaillé déjà en DDT. Donc, dans certaines DDT, en tout cas, les agents, de manière générale, enfin, les DDT n'aiment pas forcément être justement s'immiscer, autrement dit, dans les sujets qui sont de l'ordre de la décision communale. Donc, quand vous parlez des aspects qualitatifs, identifier certaines zones qu'on pourrait renaturer, ou etc., on est déjà quelque part dans le projet, ou des intentions, ou des orientations. Comment vous voyez les choses? Parce que peut-être que vous faites partie des personnes dans les DDT qui sont assez, peut-être très dynamiques et qui est un peu... comment dire, voilà, prospective, mais c'est peut-être pas le cas de toutes les DDT. Est-ce que dans votre environnement, au niveau justement de votre direction, etc., est-ce que tout le monde est dans ce sens-là, en fait? Alors, moi, j'ai effectivement un rôle particulier parce que nous, on est à l'atelier des territoires, on ne gère pas les procédures. Et on travaille avec les services urbanisme. Et je ne vous cache pas que ça a été compliqué. Bon, en plus, on est un service quand même très récent qui a été créé il y a 1 an et demi. Et donc, il a fallu les entraîner en fait là-dedans, et on continue un petit peu. Et l'objectif premier,
c'était quand même de travailler en interne et d'amener justement les collègues à s'ouvrir. Donc, on avance pas à pas. Le fait de travailler avec les partenaires, finalement, des fois, on se dit c'est plus facile avec les partenaires extérieurs qu'avec les collègues des services, mais ça nous aide parce que ça entraîne quand même aussi les services sur des travaux au-delà des seuls dossiers sur lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc, au début, effectivement, on a commencé à manipuler les données et on a eu face à nous des réactions qui disaient mais de toute façon, on ne compte pas comme ça, on ne va pas pouvoir utiliser vos données, il ne faut pas communiquer sur les chiffres, etc. Donc, une crainte à ce niveau-là. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens comprenaient très bien que les données qu'on expose, ben, ce n'est pas forcément ce qui va être comptabilisé parce qu'on ne connaît pas toutes les règles, parce que voilà, le SRADET est en cours, parce que y a plein de raisons, mais ça nous permet quand même d'identifier les enjeux. Et après, quand vous dites s'immiscer dans les PLU, je dirais plus qu'on identifie les enjeux et qui permet au service de dire « Ah ben oui, là, effectivement, il y a un enjeu ». Et progressivement, ça commence à prendre. Sur les zones d'activité, on a créé une base de zones d'activité. On peut identifier les endroits où les zones sont peu remplies, où il y a des possibilités de remobilisation, etc. C'est des outils très intéressants pour les collègues qui travaillent sur les PLU. Donc voilà. Et les ateliers qualitatifs, tels que celui qui a été présenté par Muriel, c'est aussi l'objet, c'est de dire, ben voilà, l'aménagement, il va falloir le raisonner autrement. Donc, effectivement, mes collègues de l'été, ce n'est pas eux qui vont mettre en œuvre, mais il faut qu'ils soient capables de comprendre et de proposer des choses. Donc, c'est plutôt... je ne veux pas monopoliser la parole, mais juste une dernière question, mais après, je ne dis plus rien. Votre atelier des territoires, c'est quoi exactement? Parce que ça n'existe pas dans toutes les DDT. Donc, quel était l'objectif? Pourquoi ça a été créé? Enfin, voilà, en 2 mots, ça serait très intéressant. L'objectif, en fait, c'était, suite au constat que chacun travaillait un peu dans son silo et une absence de transversalité à la DDT, c'était de créer un service qui puisse accompagner les services et notamment réfléchir sur des sujets transversaux. Donc, nous, en fait, donc ça, c'est une partie. Et puis, on a regroupé également l'accompagnement des sous-préfets, en fait. On est aussi des agents qui font le lien avec les sous-préfets, mais du coup, qui font aussi la transversalité avec les différents services. Donc, dans l'atelier des territoires, on a en gros 2 pôles. Un pôle qui est plus autour de la donnée, de la stratégie, de la cartographie, on a des sigistes, et un pôle qui sera plus sur l'accompagnement d'appels à projets et de collectivités des élus sur des projets spécifiques. J'avais une petite question. Je peux reposer une question? Oui, vas-y. Dans quelle mesure y a-t-il, je vous parlais tout à l'heure donc du retour auprès des élus, est-ce que d'une certaine façon, la presse locale, voyons, dans Ouest France par exemple, est-ce que la presse locale, disons, elle observe? Est-ce qu'elle écrit des articles? Est-ce que c'est un domaine qu'elle ignore totalement parce que c'est trop compliqué? Dans quelle mesure, effectivement, y a-t-il diffusion, je dirais, auprès du grand public? Moi, j'écoute France Inter, je n'ai jamais entendu une seule fois la moindre personne de se prononcer sur ce tel sujet. Si la presse, je dirais que la presse en parle, mais c'est toujours avec de fortes inquiétudes sur
comment on va faire. En fait, la perception des élus, c'est que au départ, ils sont dit, et notamment des communes les plus rurales, hein, c'est on peut plus se développer. Et or, ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que c'est pas. Il faut se développer autrement. Il y a des ressources. Il y a des ressources. Et en fait, ce qu'on retrouve dans la presse, c'est souvent les interrogations des élus. Après, ils ne vont pas forcément dans le détail de la loi. Hein. Ce qu'on retrouve, c'est que voilà, on ne pourra plus construire où on veut. C'est un peu ça. Merci. Merci bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions ou qui veulent intervenir pour faire part de leur expérience dans leur DDT ou service où ils sont affectés. Non. Oui, vas-y, Georges. Oui, bonjour. Oui, non, je voulais juste dire que c'était formidable. J'ai beaucoup apprécié ces interventions. Le fait que je connais un peu le territoire aussi, évidemment, du 67 étant à Strasbourg. Donc, ce travail sur les zones commerciales me semble précieux parce qu'il permet de renverser une espèce d'évidence que toutes ces zones vont finalement s'établir de plus en plus dans ce défaut à la fois d'esthétique, de naturation, et qu'on peut encore accompagner les choses, les améliorer, les transformer petit à petit. Je pense que ce travail pédagogique est vraiment précieux. J'ai trouvé ça formidable. J'ignorais complètement qu'il y avait un atelier des territoires, la DDT, et je salue cette démarche. Et voilà, enfin, je voulais juste vous dire que c'était formidable de pouvoir intervenir comme ça, avec autant de liberté, j'ai envie de dire, mais dans un cadre quand même très analytique. Non, mais réellement, je pense que la dimension du projet, c'est-à-dire de projeter et de pouvoir montrer qu'on peut imaginer les choses autrement, avec des améliorations, même ponctuelles ou délicates, quasiment de l'acupuncture au niveau des territoires, permet de changer les choses réellement. Et je pense que c'est ce que montre ce travail. Et sinon, j'ai une question, comment accéder à l'ensemble de ces portails? Est-ce qu'on peut avoir une liste de... Oui, alors, avoir une trace alors Georges, le webinaire a été enregistré et il va être mis en ligne sur notre site. D'accord. Tu retrouveras toutes les adresses et vous pouvez en parler autour de vous. Évidemment, il sera visionnable sur notre site. Voilà. Et puis, on pourra peut-être lancer, si ce sujet vous intéresse, parce que c'est un sujet de toute façon qui est amené à être retraité et traité, on pourra en refaire un midi à deux si d'autres ont des expériences intéressantes à mettre en valeur ou à partager surtout entre ACE. Si vous connaissez d'autres ACE qui ont mené avec leur DDT ou leur DREAL des interventions intéressantes, eh bien, partageons tous et profitons des midis à deux pour le faire. Je voudrais spécialement remercier M. Laurie aussi, d'être intervenu sur un sujet peut-être un peu aride, mais je pense qu'il est bien d'avoir connaissance justement de comment se calculent les choses à la base, d'avoir des données très précises avant de partir dans le projet et de savoir de quoi on parle. En tout cas, merci. Je crois que vous avez dit, je ne sais pas si vous êtes encore là. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, même si elle était un peu chaotique. Monsieur Laurie a dû nous quitter. En fait, il était... OK. Bon, bah écoutez, merci à tous. Le prochain midi à deux aura lieu au mois de janvier. On est encore sur le thème dont Anne Forgia devrait s'en occuper, qui sera justement sur toutes les mesures de protection sur qui concernent le patrimoine, les SPR, les espaces, etc. Et décortiquer un peu toutes les articulations entre les mesures de protection. Et elle a proposé d'en faire un sur ce sujet-là avec le ministère de la Culture, puisqu'elle est ACE en DRAC. Voilà, bah écoutez, fin de ce midi à deux. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci à tous. Bon après-midi. Merci. Merci à tous. Merci. Joyeuse fête aussi. Oui. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Écoute, c'était très bien.